Bonjour, j'ai perdu 42 000 euros. Comment j'en suis arrivé là? Eh ben, il y a 10 ans, j'ai terminé mes études, j'ai fini mon parcours scolaire et je ne savais pas où la vie professionnelle allait me conduire. Je me demandais si le premier job que je vais trouver, est-ce que c'est là que je vais rester et combien de temps j'y resterai. Et avec ces doutes-là, je me suis mis en location. J'avais une deuxième raison, c'est que j'étais célibataire et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre quelqu'un et c'est lorsque je serai marié qu'avec ma compagne, nous choisirons le lieu, l'appartement, la maison où nous souhaitons habiter ensemble. Et c'est comme ça que entre le temps où j'ai terminé mes études et le moment où j'ai acheté ma résidence principale, il s'est passé 7 années. Pendant ces 7 années, j'étais en location et j'ai perdu 42 000 euros. Pendant ces 7 années de location, j'ai commis plusieurs autres erreurs et même lors de l'achat de ma résidence principale. Et je te propose de te montrer les trois principales erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent pendant cette période-là pour que si toi tu es jeune actif, si tu es étudiant, si tu es en location, que tu puisses éviter ces erreurs-là afin d'économiser beaucoup d'argent. Parce que ces 42 000 euros auraient pu être du capital qui m'aurait servi à faire d'autres projets. Aujourd'hui, je ne les retrouverai plus. Bonjour à toi, je suis Alexis Mbakov si tu ne me connais pas. Sur cette chaîne, j'aborde de manière décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions stratégiques, pratiques pour que la diaspora soit plus forte là où elle se trouve. Oui, nous sommes forts ici. Nous sommes forts ici. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications afin de ne rater aucun contenu qui te permettra d'être la personne la plus forte là où tu te trouves. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les trois grosses erreurs que j'ai commises avant l'achat de ma résidence principale. Parce que si toi, tu es une personne qui démarre dans la vie, donc un jeune actif, un jeune étudiant ou même une personne en location, il est important pour toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est un contenu qui va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu 42 000 euros pendant les 7 années où j'étais en location et je souhaite que toi, de ton côté, tu puisses mettre en place la stratégie qui va être partagée ici afin d'économiser beaucoup d'argent parce que ça peut être un capital pour toi dans tes projets à venir. Alors, la première erreur que j'ai commise, c'est de rester en location pendant autant de temps. La location. La location. Pourquoi la location est un problème? La location est un problème parce que ce sont des cotisations à fond perdu. Pendant les 7 années où j'étais en location, j'ai déménagé une fois et je me suis dit heureusement que je n'avais pas acheté parce que ces déménagements sont arrivés. Eh bien, c'est faux. Lorsqu'on achète, on est libre de déménager, on peut revendre, on peut mettre en location. Et pendant ces 7 années, ben, moi, je versais un loyer au propriétaire, bailleur. Et donc, cet argent, il est parti. Alors, donc c'est un capital en fait qui m'a échappé. Et une deuxième chose aussi que nous avons comme pensée quand nous sommes jeunes, c'est de se dire j'attends une compagne pour acheter. Mais en fait, une compagne ou un compagnon qui arrive lorsque vous êtes déjà propriétaire du lieu où vous habitez, ce n'est qu'un avantage. Pourquoi? Parce que vous montrez tout de suite à votre compagnon que vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous avez déjà acheté et donc ça vous donne plusieurs possibilités. C'est soit de continuer à habiter dans l'appartement dont vous êtes déjà propriétaire, ou soit c'est de le revendre et donc de se constituer un capital pour le couple, ou soit de le mettre en location et donc ça fait une rentrée d'argent pour vous qui vous lancez dans la vie ensemble. Donc si vous êtes jeune et que vous terminez vos études ou que vous êtes dans votre premier job, je vous encourage à quitter la location et acheter. Alors, admettons, vous êtes dans un appartement aujourd'hui parce que vous êtes jeune, vous êtes dans un appartement qui coûte 100 000 euros et tous les mois, vous versez voilà, un petit loyer de 500 euros par mois.
comme ce fut le cas pour moi. Donc, je versais 500 euros par mois lorsque j'étais en location pour un T2 ou même un petit studio à Paris. Hein. Ou on va prendre aussi le cas d'une famille qui est déjà installée et qui habite dans une maison à 200 000 euros. Mais cette famille-là choisit d'être en location. Donc, elle va verser à peu près 1000 euros, charges comprises tous les mois. Alors, ces 500 euros qui sont déposés, qui sont versés aux propriétaires bailleurs, comme je le disais, c'est des cotisations à fond perdu, parce que si on regarde x 12 sur l'année, c'est 6 000 euros qui sont donnés. Et donc ici, x 12, tous les ans, c'est 12 000 euros qui sont donnés aux propriétaires. Et sur 7 années, donc vous faites les 6 000 x 7, j'arrive aux 42 000 euros que moi j'ai perdu. Donc là, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que si vous restez par exemple 10 années en location, pendant 10 ans en location, ben, vous arrivez finalement ici à verser à un propriétaire 60 000 euros en ne payant que 500 euros tous les mois. Donc, lorsque vous versez 500 euros tous les mois, vous vous dites, oh non, j'ai un petit loyer, moi ça me convient, ça me va, c'est pas beaucoup d'argent. Mais au bout de 10 ans, vous avez quand même donné 60 000 euros à une autre personne. Et pour une personne qui habite dans un logement qui paye 1000 euros charges comprises, au bout de 10 ans, elle a quand même donné 120 000 euros. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Donc, si vous êtes en location, moi, je vous encourage clairement à acheter. Donc, au bout de 7 ans, avec mon épouse, nous avons finalement trouvé où nous souhaitons habiter. Donc, on a décidé d'acheter. Et nous sommes passés dans la deuxième phase où j'ai commis les deuxièmes erreurs que j'ai pu commettre. Donc, c'est lors de l'achat. J'ai réalisé ce qu'on appelle un mauvais achat. Le mauvais achat crédit. Qu'est-ce que le mauvais achat crédit? Alors, lorsque je vous parle de crédit immobilier, vous allez tout de suite penser au taux d'intérêt. Oui, le taux qui sera adossé à votre crédit. C'est bien. Mais dans le crédit immobilier, il n'y a pas que le taux qui compte. Ici, je vais vous partager une stratégie qui permet d'économiser de l'argent et d'avoir une moindre pression financière sur son crédit. Alors, donc les deux paramètres qui m'ont échappé lorsque j'ai acheté ma résidence principale sont la durée du prêt, donc la durée du prêt et l'apport. Les banques demandent généralement 20%. Donc, pour un achat, donc admettons vous habitez en province ou dans une petite ville, vous pourrez acheter votre appartement à 100 000 et à Paris, 200 000, c'est le budget pour un studio. Hein. Donc, si vous habitez, si vous voulez acheter, donc admettons un bien à 200 000 euros, la banque vous demande un apport de 20%, donc 40 000 euros, et vous avez une certaine durée de prêt qui vous est proposée. Généralement, les banques vont vous proposer du 15 ans, du 20 ans, 25 ans et même 30 ans. Et même 30 ans des fois. 30 ans, c'est un peu rare, mais ça peut être proposé. Alors, nous, dans notre éducation, mon épouse et moi, nous savions que voilà, si on prend un crédit, il faut le rembourser le plus rapidement possible pour ne rien devoir à la banque, pour ne rien devoir à personne. Donc, nous avons choisi de nous mettre ici sur un crédit de 15 ans. Alors, sur un crédit de 15 ans, si vous achetez votre premier appartement à 100 000 euros, vous avez des mensualités autour de 600 euros. Si vous achetez sur 20 ans, vos mensualités seront autour de 500 euros et sur 25 ans, autour de 400 euros. Pareil, en face, pour un budget de 200 000, on sera ici à 1200 euros. Ici, sur 20 ans, à 1000 euros.
et sur 25 ans à 800 euros. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous, étant sur une durée de 15 ans, ben, nous avions la mensualité la plus haute possible. Et cumuler la durée du prêt cumulée à l'apport, nous nous sommes retrouvés dans des grosses difficultés dans le sens où, quand on a acheté, eh ben, on a acheté une maison qui était sur un budget de 250 000 euros. Ensuite, nous avions des travaux à hauteur de 50 000 euros à réaliser dans la maison. Donc, j'ai proposé à la banque d'honorer les 20% qui étaient demandés, puisque nous étions enthousiastes, c'était notre premier achat, nous étions contents en fait d'obtenir un crédit et donc nous avons déposé sur la table les 20% qui étaient demandés et sur les 50 000 euros de travaux, nous avons proposé de donner la moitié, donc 25 000 euros de plus. Donc, nous nous sommes retrouvés à vider notre capital pour investir dans l'achat de notre résidence principale. Alors, il s'est passé que on avait la mensualité la plus haute possible, ce qui fait que nos revenus étaient vraiment serrés, ajustés pour payer notre crédit et rien faire d'autre à côté. Les travaux ont démarré dans notre maison et dans la dépendance à côté. On s'est rendu compte qu'il y avait des surprises, comme quand on veut aménager tout logement ou toute maison dans l'ancien. Et on a eu des surprises à hauteur de 8 000 euros. Donc, je n'avais plus d'économie, nous n'avions plus d'épargne. On s'est retrouvé à commander dans la famille 1 000 euros, 2 000 euros par-ci pour pouvoir réaliser des travaux chez nous. Donc je ne vous dis pas le comble, vous venez d'acheter une grosse maison, mais vous vous retrouvez à demander à d'autres personnes de vous aider pour réaliser des travaux chez vous. Et bien c'était difficile. Je pense que ça c'est des erreurs que commettent la majorité des personnes lorsqu'elles achètent leur bien immobilier. Parce que si vous demandez par exemple à vos collègues de travail, à vos tontons, vos tatas, aux personnes autour de vous, eh ben, comment ça s'est passé quand tu as acheté ou tu es propriétaire, ça va, c'est bien, est-ce que je dois aussi acheter? Ben, la personne vous répondra, depuis que j'ai acheté, c'est très compliqué, on doit retrousser les manches, les fins du mois, on est serré, ça ne va pas. Pourquoi ces personnes sont dans cette situation-là? Parce qu'elles ont commis ces deux erreurs-là, les erreurs que moi, personnellement, j'ai commises. Pourquoi? Parce que, étant sur la mensualité la plus haute ici, la banque nous avait accordé le crédit vraiment pour que nous soyons saturés sur nos revenus, de sorte que quand la fin du mois arrivait, on pouvait rembourser notre crédit et ne rien faire d'autre à côté. Et ça, la plupart des personnes se mettent ici. Pourquoi elles disent vite, 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 il faut que je rembourse mon crédit pour ne rien devoir à personne. Et lorsque la banque demande 20%, on la lui donne. Donc ici, je veux vous dire que vous avez le droit de négocier ces 20% et de proposer à la banque de ne donner que 5%. Vous pouvez dire à la banque, non, je vous donne 5% ou 10% maximum. Aujourd'hui, les conditions d'emprunt sont tellement flexibles que vous avez le droit, la possibilité de négocier. En France, par exemple, il y a plus de 650 établissements qui octroient du crédit. Donc, vous pouvez chercher avec vos conditions et obtenir un crédit dans vos conditions. Donc, vous pouvez négocier l'apport et garder votre argent frais. Donc, ne pas mettre tout l'argent que vous avez en épargne dans votre achat immobilier. Et surtout, sur la durée du prêt, mettez-vous au maximum que la banque pourra vous proposer. Parce que lorsque, une année plus tard, j'ai compris, j'ai vu que on n'arrivait plus à s'en sortir, nous sommes allés rapidement voir la banque pour se placer ici. Pourquoi se mettre à 25 ans? Alors, il faut comprendre que votre crédit immobilier est corrélé à votre âge et à votre durée de vie professionnelle. Pendant combien d'années allez-vous encore travailler? Moi, en ce qui me concerne, j'ai encore 30 ans de travail de carrière professionnelle devant moi. Et il y a 10 ans, j'avais 40 ans de carrière professionnelle devant moi. Donc, quand on termine les études, qu'on est jeune actif, quand on démarre dans la vie, on va travailler pendant 40 ans.
et les générations qui arrivent vont travailler même pendant 45 ans. Donc pourquoi prendre un crédit sur 15 ans si on va pouvoir le rembourser pendant 40 ans? Donc on décomplexifie totalement la durée du prêt. On prend le maximum pour avoir la mensualité la plus légère possible. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de maintenir les mêmes charges que vous aviez lorsque vous étiez locataire. Donc, pour la personne qui payait 500 € quand elle était en location, en mettant une bonne durée de prêt, ben, vous pouvez continuer à payer 500 € avec la grosse différence que les 500 € que vous versez dans le cadre de votre achat vous sera restitué parce que c'est du capital que vous mettez, que vous accumulez pour vous. Donc, vous comprenez bien que surtout lorsque vous allez acheter ou si vous avez déjà acheté, revérifiez bien la durée du prêt, l'apport pour ne pas avoir une forte pression sur vos revenus. C'est ce qui permettra, c'est ce qui fera de vous un propriétaire heureux et non un propriétaire avec la corde au cou. Et je veux dire la corde au cou financièrement. Alors, la troisième erreur que je voudrais partager ici avec vous, je ne l'ai pas commise, mais je l'ai remarqué beaucoup au sein de la communauté, c'est la location au black. La location au black ou la location non déclarée. Qu'est-ce que c'est que la location non déclarée ou la location au black? La location non déclarée, c'est le fait de proposer son appartement en location à des personnes sans rédiger de bail ou de déclarer les mensualités qui sont perçues. Alors, j'ai remarqué beaucoup dans la communauté que des frères et sœurs avaient acheté leur appartement, ce qui est très bien, leur premier appartement. Lorsqu'ils se sont mis en couple, ils ont décidé de mettre cet appartement en location. Sauf que peut-être pour aider des personnes, elles le louent à des personnes qui n'ont pas une bonne situation financière ou une situation administrative régulière en France ou dans le pays où elles se trouvent. Elle le propose donc en ne pas déclarant cette location-là. Je veux vous rappeler qu'un locataire et un propriétaire n'est pas obligé d'avoir de son locataire une pièce identité stipulant la régularité du séjour du locataire. Clairement, un locataire n'est pas obligé de vous fournir un titre de séjour valable ou une pièce d'identité reconnue par l'administration du pays où vous êtes pour que le bail soit rédigé entre vous, le bailleur, et le locataire. Donc, je vous encourage vivement, si vous êtes en location non déclarée, de revoir avec votre locataire, de pouvoir rédiger un bail. Vous pourrez aller sur Internet, sur Google, vous tapez exemplaire de bail locatif, vous trouverez des exemplaires. Avec votre locataire, vous signez ce bail de location et vous pourrez déclarer comme ça les revenus qui vous sont les revenus qui parviennent de ces locations-là. Pourquoi je vous propose cela? Parce que si vous avez votre premier appartement que vous avez acheté et que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, ça vous permet de quoi? Ça vous permet en fait de pouvoir avoir 500 € ici en revenu mensuel de votre location. Donc vous voyez bien que si vous avez bien fait les choses, c'est-à-dire vous avez acheté à 100 000 € et que vous êtes mis sur 25 ans, vous avez la mensualité la plus faible ici. Vous voyez, vous avez la mensualité la plus faible ici. Donc le locataire, quand il arrive, il vous verse 500 €. Ça vous permet en fait de rembourser le crédit et de pouvoir avoir un reste qui vous permet d'assurer le fonctionnement, donc de réparer les dégradations et de faire des travaux à venir dans votre appartement. Donc la meilleure stratégie, à mon sens, c'est que si vous avez acheté votre appartement, lorsque vous vous mettez en couple, ne le vendez pas, conservez-le, mettez-le en location déclarée, de sorte que le locataire vienne prendre le relais pour le remboursement de vos crédits.
En gros, le locataire vient constituer votre capital et avec ce capital qui est déclaré, donc vous allez voir votre banque, vous lui dites à votre conseiller banquier, voilà, j'ai 500 euros qui entrent tous les mois, donc sur l'année, je suis à 6 000 euros. Et avec le bail attestant votre location, peu importe la situation administrative de votre locataire, ça ne concerne pas le banquier. Vous dites, voilà, j'ai un bail, j'ai des mensualités, que ces mensualités soient payées en espèces ou en virement. Voilà, sur le compte, on peut voir arriver 500 euros tous les mois. Ça vous permettra de dire au banquier que tous les mois, je suis en capacité de lever 6 000 euros. Donc, un an plus tard, vous pouvez revenir voir le banquier en lui disant, regardez, j'ai bien reçu les 6 000 euros sans interruption de loyer. Donc, vous pouvez me prêter à nouveau 100 000 euros pour que j'achète un nouvel appartement et je remets en location comme je sais faire ici. Et vous pouvez comme ça, pendant une année, demander un crédit pour avoir un deuxième appartement. L'année d'après, un troisième appartement. L'année suivante, un quatrième appartement. Et ainsi faire grossir votre patrimoine immobilier. Donc ça, c'est la stratégie que j'ai appliquée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que plusieurs locataires sont en train de constituer mon capital. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à pratiquer la location non déclarée. Je vous encourage vivement à déclarer vos locations, ce qui vous permettra de multiplier encore vos avoirs et comme ça constituer un bon patrimoine pour vous et pour vos enfants. Voilà, donc ces trois erreurs, la location, le mauvais achat et la sous-location sont les trois erreurs que je voulais vous partager. Si la vidéo vous a plu et si vous connaissez surtout un jeune actif, une personne qui se lance dans la vie comme on dit ou une personne qui est en location, vous devez absolument lui transmettre ce contenu parce que entre le moment où j'ai terminé mes études et le moment où j'ai acheté ma résidence principale, j'ai perdu 42 000 euros. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de frères et des sœurs qui perdent l'argent tous les mois. Il est important que de tels contenus leur soient transmis afin qu'ils puissent sortir de cette situation. Donc, je compte sur toi pour faire passer le message. Nous sommes forts ici. Nous sommes forts ici.